Je vous informe que la réunion sera effectivement enregistrée et un replay sera diffusé sur le site de l'Andes pour effectivement les participants, enfin ceux qui n'ont pas pu participer à ce webinaire. Et le PowerPoint de présentation sera également mis avec le lien visio. Normalement, vous devez voir le support de présentation. Oui. Super. Bonjour, bonjour. 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 Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à vous. Monsieur Blateau. Pardon? Dis bonjour, Monsieur Blateau, c'est Monsieur Leclerc. Oui, Monsieur Leclerc, bonjour, bonjour. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Ben, tout va très bien. Tout va très bien. C'est pareil pour vous. Eh bien, écoutez, oui, il y a beaucoup de choses, mais ça va, ça va. Est-ce qu'on a tout le monde, Lewis, là? Ou il nous manque encore des personnes? Non, on va attendre juste une petite minute encore. Je suis en train de regarder justement tout cela pour qu'on puisse attaquer sans perdre trop de temps. Parce qu'effectivement, donc il y a bien la fédération de pétanque, fédération de gym. Il manque le tennis de table? Oui, je regarde. Bon, 14 heures, je vous propose qu'on commence. Les participants qui sont en attente nous rejoindront très rapidement. Frédéric, je peux te laisser dire un petit mot? Écoutez, merci à ceux qui sont présents et je remercie aussi les personnes, les présidents et représentants des différentes fédérations qui accompagnent ce webinaire aujourd'hui. Je pense que c'est important qu'on puisse échanger les uns et les autres. Et Damien Beau, qui est maire adjoint aussi et qui est vice-président de l'Andes, pourra compléter mes propos, mais je pense qu'on est tous ravis de se retrouver pour parler de sport dans une conjoncture qui est très difficile. Et ça permet à chacun de s'évaporer. Et justement, on a ce webinaire qui permet d'échanger sur certaines disciplines. Et là, aujourd'hui, on va être pour la gymnastique, le tennis de table et la pétanque et les jeux provençaux. Et je pense qu'à l'approche de l'été, c'est justement des sports qui sont qui vont être très en vogue pour que les gens puissent profiter et retrouver de l'activité physique et sportive. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de la gymnastique très rapidement, et puisqu'on a échangé depuis quelques mois avec cette fédération et son président et Madame Séguré qui est aussi avec nous sur la gymnastique. Il y a un partenariat qui démarre, il y a de très bonnes relations. On est là pour avancer ensemble sur notamment, et je laisserai peut-être Madame Séguré ou Monsieur Blateau expliquer un petit peu ce qu'est la gym verte. Voilà, il y a des actions qui sont lancées. Il y a un partenariat du fait que la fédération est en train de se structurer et M. Blateau évoquera tout ça. Et nous, représentants des collectivités, eh bien, il faut qu'on soit avec les fédérations pour travailler main dans la main de façon à ce que les projets, d'une part des collectivités, se fassent au mieux et que les fédérations s'y retrouvent et qu'elles puissent démarrer au plus vite parce qu'elles ont leur club et leurs adhérents qui sont prêts et les dirigeants des clubs qui sont prêts à mettre en œuvre leur discipline. Donc voilà, je vais être assez bref sur mes propos, mais je vais laisser la parole à Damien, je pense après Lewis pour parler des autres fédérations. Okay. Mais c'est un très beau travail qui est engagé et on le veut pérenne dans la durée puisqu'il faut faire des bases solides pour qu'on puisse travailler tous ensemble. Merci Frédéric. Je vous demanderai juste de couper vos micros pour certains parce que des fois on entend
ce que vous pouvez dire par ailleurs. Donc Damien Gott, je suis maire adjoint de Romans-sur-Isère dans la Drôme et vice-président donc, de l'Andes. Je suis en relation avec la Fédération française de pétanque et ainsi que la Fédération française de tennis de table depuis quelques temps. Nous avons pas mal échangé. Il y a dans ces fédérations 2 nouveaux présidents, donc Michel Lebotte et Gilles Herbe pour la pétanque et Gilles Herbe pour le tennis de table, avec une volonté commune de développer leur pratique et de la structurer au mieux et peut-être opérer des changements importants au sein de leur fédération. Donc voilà, donc pour le tennis de table, c'est une pratique libre qui est créée, le tennis de table au sein des écoles, donc une table, une école, et le freeping qui a été créé, qui est rentré effectivement dans le plan 5000 équipements. Et puis pour la pétanque, c'est une structuration au vu d'amener vraiment la pétanque à devenir un sport à part entière, même si ça l'est déjà. Mais je laisserai Michel Lebotte s'exprimer à ce sujet. Donc voilà, donc on est très content que ces 3 fédérations participent à ce webinaire. Je vais être bref, donc j'arrête de parler et je vous laisse la parole afin de mieux vous présenter et d'expliquer vos actions. Voilà, merci à vous. Merci Damien. Alors effectivement, on a 1 heure de webinaire. Ce que je vais proposer à l'ensemble des participants, c'est qu'on va décliner les 3 interventions d'affilée de 10-15 minutes maximum. Je vais vous demander effectivement aux intervenants d'être assez, on va dire, attentifs au timing. Et ensuite, on aura un temps de questions-réponses où vous pourrez vous exprimer librement pendant ce temps et interpeller directement les présidents et effectivement aussi la Fédération de tennis de table. Il y a également un chat sur lequel vous pouvez vous exprimer. D'ores et déjà, M. James Blateau, président de la Fédération française de gymnastique. Bonjour à chacun. Merci pour vos mots aimables, vous les responsables dirigeants élus ou professionnels de l'Andes. Et puis effectivement, on va essayer de vous présenter très très rapidement notre fédération, et puis surtout nos 2 opérations spéciales, celle qui concerne le parcours, qui est une nouvelle activité chez nous, et puis aussi l'opération Gym Verte. Alors peut-être pour vous présenter la Fédération française de gym en quelques chiffres, nous sommes la plus vieille fédération sportive de France, fondée en 1873. L'année prochaine sera l'année de notre anniversaire, 150 ans. On va essayer de fêter ça et puis de partager avec les Français cette histoire et finalement la compréhension de notre discipline. Donc, comme les autres fédérations, on est loi 1901, on est reconnu d'utilité publique et puis enfin, on est dans le top 10 à peu près des fédérations. Ça dépend quel indicateur on prend, mais souvent on prend les licences et donc dans les licences, on est à ce niveau-là. On a été en 2019, on était à 325 000 licences. On a un petit peu baissé comme les autres fédérations durant la crise. Et puis, on est revenu aujourd'hui à 285 000 et puis on espère regagner les 40 000 suivants l'année prochaine. Le tout avec 1400 clubs et puis aussi avec 2500 équivalents temps plein en emploi, c'est-à-dire qu'on est très professionnalisé du point de vue de l'encadrement. Non pas professionnalisé du point de vue des acteurs, enfin des gymnastes, mais en tout cas du point de vue des cadres techniques qui sont dans les clubs. On est très, très professionnalisé. Puisque finalement, si on voit, on est quasiment à deux emplois pour une structure. Derrière notre mot générique de gymnastique, la Fédération française de gymnastique, c'est en fait plusieurs disciplines. Et ça, c'est un élément très, très important à percevoir, puisque initialement, historiquement, nous étions la gymnastique masculine et celle-ci, qui est d'origine militaire, etc. Passons les détails, mais elle s'est petit à petit répandue. De la gym masculine, on est passé à la gym féminine, puis ensuite à la gymnastique rythmique, ce qu'on appelait la GRS avant, et puis enfin le trampoline. Ce sont nos 4 disciplines olympiques d'aujourd'hui. Mais par-delà ces 4 disciplines olympiques d'aujourd'hui, nous avons aussi l'aérobic sportive, qui est, alors vous savez, je ne vais pas vous décrire ça, mais chacun aura des images de Véronique et Davina antérieurement. Eh bien, nous, on fait ça, mais en compétition, et le monde entier désormais fait ces compétitions-ci. On a aussi le tumbling, qui est une autre activité encore, où on voit un petit peu sur la gauche de l'écran une jeune fille qui est sur une piste qui est très très longue, qui fait une 30aine de mètres de long, et puis sur laquelle on fait de l'acrobatie
Donc voilà, c'est une autre activité encore qui n'a rien à voir avec les autres. Et puis enfin, d'autres activités encore compétitives, mais qui ne sont pas reconnues par l'État français comme étant de haut niveau, qui sont la gymnastique acrobatique, ce qu'on appelait auparavant les pyramides. On voit ça plutôt sur la droite de l'écran, mais aussi le team gym, qui est une activité gymnique, mais en groupe. Et puis enfin, le parcours dont je vais vous parler juste après. Et ce parcours, c'est la dernière activité pour laquelle on a eu la délégation attribuée par l'État. Alors, dans le parcours, peut-être se rappeler que le parcours vient des Yamakasi, qui était un groupe particulier qui était dans la banlieue parisienne. Puis ensuite, il y a eu le film de Luc Besson qui les a portés à l'écran d'une part et puis qui les a valorisés, magnifiés d'une certaine façon. Et puis enfin, de proche en proche, eh bien, la Fédération internationale, en 2017, a intégré cette activité parcours dans l'ensemble de l'activité de la fédération. Nous, seulement entre 2017 et 2020, on a beaucoup discuté avec le ministère des Sports pour avoir la délégation, ce qu'on souhaitait, et puis ce qui était logique, puisque la Fédération internationale l'avait déjà intégré. Mais il y avait beaucoup d'interrogations du côté du ministère et puis surtout beaucoup de prétendants. Et donc, il a fallu tout ce temps-là, 3 ans quand même, pour décider de créer une délégation pour une fédération, en l'occurrence la nôtre. Et donc, on a désormais cette responsabilité-là, c'est-à-dire à la fois de développer l'activité, de l'organiser en compétition, d'attribuer des titres de champion de France notamment, mais aussi de faire les qualifications pour l'international et puis bien sûr faire la formation à la fois de l'encadrement, mais aussi des juges. Et puis peut-être pour préciser aussi, c'est que cette activité parcours, elle concerne deux sous-disciplines, si on veut, qui sont faites par des sportifs qui sont parfois les mêmes, mais parfois différents, qui est l'un le parcours freestyle, donc il s'agit de faire des figures qui sont notées un petit peu comme dans le reste de la gym, et puis une deuxième activité qui est le parcours speed, qui est là sur la vitesse, on part d'un point, on va à un autre en franchissant les obstacles le plus vite possible, et là c'est le chronomètre qui parle. Peut-être nous avons un certain nombre de problèmes et peut-être que les maires ou les gens qui sont en responsabilité dans les collectivités auront une vision un petit peu différente de la nôtre. Mais nous, on est bien sur ce sujet-là, c'est-à-dire comment une activité qui est née du quartier, qui est née de la rue, comment elle se transforme petit à petit pour être organisée en compétition et dans le monde entier. Nous, on a donc posé la problématique comme ça. Bien sûr que les gens qui pratiquent le parcours aiment la liberté, ils viennent de cette liberté, ils viennent de l'initiative qu'on prend avec quelques copains en bas de chez soi, et donc on a cette liberté, on vient de cette liberté plus exactement, et puis aujourd'hui on est dans une autre période. On a, avant de postuler pour la délégation, on a mesuré nous un petit peu, on a essayé de mieux comprendre l'activité qui était issue de cette liberté. On a essayé de mieux comprendre le risque aussi, et puis on a vu de tout finalement. On a vu des choses très sérieuses, très cadrées, on a vu aussi des choses très délirantes, très dangereuses même. Donc en tout cas, on a essayé de mesurer ça avant de postuler. Ensuite, bien nous, on se pose des questions d'institution, c'est-à-dire non pas comment on fait quand nous sommes 3, 5 ou 20 copains à faire une activité, mais comment, si cette activité devient massive demain, comment on la gère au mieux pour que finalement l'ensemble de notre fédération d'une part, mais l'ensemble de notre société d'autre part, soit satisfaite de ce développement. Et puis enfin, il y a la question de l'assurance, puisque nous avons, nos propres problèmes liés à l'assurance. Dit autrement, nous avons un accident à peu près important, très important, tous les 2 ans, et donc on a malgré tout une relation à l'assurance qui est un petit peu compliquée dans les temps actuels, au point qu'au dernier appel d'offres, on a souhaité changer d'assureur, mais que le nouvel assureur ne souhaite pas, souhaite assurer le parcours, toutes nos activités dont le parcours, mais le parcours sous certaines conditions. Donc voilà, on peut peut-être avancer. On a donc, avec cette réflexion, on a donc fixé notre stratégie de développement du parcours de cette façon-ci. On s'est dit, puisque nous avons toutes les activités qu'on a décrites tout à l'heure, que ces activités sont déjà organisées dans des salles généralement spécifiques. Il ne nous a pas semblé judicieux de développer le parcours qu'une activité, encore une fois, plus
plus libre, de la développer à nouveau dans la même salle, d'autant que généralement ces salles sont très organisées avec déjà beaucoup d'agrès, mais des agrès qui sont normés et qui ne subissent pas des utilisations qui seraient différentes. Donc on a souhaité, nous, vraiment que la salle soit une salle différente, autant dire une salle soit polyvalente, etc., pour un créneau ou deux, au moins pour démarrer, et puis dans un autre temps, on verra. La deuxième chose, c'est qu'on s'est posé la question du matériel, et le matériel, donc le matériel, en fait, on pourrait dire n'existe pas, ou bien existe, mais ce sont les producteurs de matériel qui nous imposent un petit peu leur loi. Nous, on a souhaité faire un petit peu autrement. On a souhaité voir ce que faisait la Fédération internationale, voir ce qui était réaliste pour nous et voir comment on voulait développer cette activité. Et par voie de conséquence, on a travaillé avec notamment un fabricant pour faire fabriquer le matériel dont on a besoin, qu'on utilisera réellement. Et donc, ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est que nous, il nous a semblé vraiment essentiel, avant de lancer des masses de pratiquants dans différentes choses, qu'il fallait vraiment renforcer l'encadrement, donc former des gens à l'accueil de ces jeunes gens, sachant que je ne l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, mais nous avons déjà des pratiquants d'une activité qui est l'équivalent du parcours, mais qu'on appelait autrement auparavant, et je ne veux pas vous embrouiller avec les mots, mais on avait une activité interne à la Fédération française de gym, et là, aujourd'hui, il s'agit de capter une population qui est externe à la Fédération française de gym, et on souhaite regrouper ces deux populations. Mais on s'est dit que si nous n'avions pas d'encadrement du tout, eh bien, on allait sans doute au-devant de problèmes. Donc, on a besoin de former cet encadrement. De la même façon, puisqu'on va développer aussi les compétitions, eh bien, nous avons tout simplement besoin de juges et de chronométreurs qui vont encadrer aussi ces activités. Et puis enfin, le système compétitif qu'on souhaite mettre, on souhaite l'organiser d'une façon simple. Généralement, on est organisé par, on fait des choses dans le club, puis ensuite en département, puis ensuite en région, et puis ensuite au niveau national. On a souhaité, puisqu'on n'a pas du tout le même niveau de développement, on a souhaité faire un petit peu autrement, et donc on va faire finalement un système qui sera un circuit, grosso modo le système du tennis ou de la Formule 1, avec plusieurs étapes pendant lesquelles on marquera des points, et puis à la fin de compte, il y aura un classement, une finale nationale et un classement. Donc on a fait ce travail-là pour essayer de bien poser notre stratégie. Évidemment qu'il y a, comme on indiquait tout à l'heure, il y a des différents pratiquants historiques qui, comme je l'indiquais, aiment la liberté, et ils ne se retrouvent pas forcément immédiatement dans le cadrage que nous faisons, mais il nous a semblé important de faire ce cadrage quand même, puisque pour éviter tout simplement les accidents, sachant que dans le parcours extrême qui est parfois fait, eh bien, il s'agit de sauter de toit en toit ou bien d'immeuble en immeuble, et évidemment que ce n'est pas cette activité qu'on veut promouvoir. En tout cas, elle nous semble bien trop dangereuse pour nous qui sommes responsables associatifs. Voilà, peut-être. Donc, voilà pour ce qui concerne le parcours, ce que je voulais vous dire, le cadrage qu'on a fait, et évidemment qu'on a besoin d'être en relation avec les collectivités, à la fois pour que les collectivités puissent soutenir nos clubs dans leur développement, mais aussi qu'on puisse organiser ça au mieux, sachant qu'on connaît bien sûr les contraintes qu'il y a sur les équipements, notamment dans chacune des localités. Le dernier point, très rapidement, si je ne suis pas encore en retard. Il vous reste 3 minutes. 3 minutes, eh bien, ça va suffire. Vous signalez simplement que nous lançons, pour le 2 juillet, nous lançons l'opération Gym Verte, sur lequel on s'est très rapidement entendu avec nos interlocuteurs de l'Andes, pour dire que nous, qui ne sommes pas une activité qui est identifiée comme étant très liée à la nature, eh bien, nous, on pense, contrairement à ça, on pense que nous avons un rôle à jouer en matière de développement durable. On a dans notre projet global politique, on a déjà évidemment fait des choix en cette matière, mais déjà depuis longtemps, on a un certain nombre d'événements, notamment les nouveaux internationaux de France qu'on organise tous les ans à l'accord Arena.
là, on est déjà engagé sur le développement durable. On peut avancer, Anne, si vous voulez bien. Et puis là, pour le 2 juillet, cette opération Gym Verte qu'on organisera avec tous nos clubs, en tout cas, on les sollicite pour qu'ils participent à cette opération. Eh bien, c'est l'occasion de mobiliser nos adhérents. D'une part, c'est une action participative, mais d'autre part, on a essayé d'identifier 4 actions qui étaient dans le sens du développement durable. Donc, le premier, c'est de stimuler les responsables de clubs pour qu'avec leurs adhérents, ils prennent soin de leur lieu de pratique, dit autrement, ce qu'on voit sur l'affiche ici, ranger, nettoyer son gymnase, ainsi que l'environnement proche, mais aussi classer, archiver ces dossiers. Ça, c'est le point 1. Le point 2, puisque sans doute dans d'autres disciplines, c'est la même chose que chez nous, mais les gens oublient souvent, notamment les enfants, oublient souvent des vêtements au sein du club. Et donc, on souhaiterait récupérer l'ensemble de ces vêtements qui ne sont pas, dont on n'est pas venu rechercher, l'enfant n'est pas revenu les rechercher. On voudrait rassembler ces vêtements, c'est le point 2. Le troisième point, c'est pour les attribuer à des groupements solidaires locaux ou bien encore à nos clubs qui nous ont signalé des difficultés particulières. On a des relations avec Mayotte, par exemple, mais on a aussi des relations avec d'autres départements et qui ont un certain nombre de difficultés. Donc, ces vêtements qu'on récupérera, on va les transmettre à ceux qui nous ont signalé leurs besoins. Et puis enfin, le dernier point, eh bien, c'est réduire les dépenses énergétiques des serveurs mondiaux. Tous les enfants et tous les adultes qui sont dans nos clubs ont bien sûr des smartphones et des ordinateurs. On est très, très consommateur de vidéos. L'ensemble, on le stocke sur des serveurs qui, bien sûr, sont loin de nos yeux. Ils sont souvent en Islande ou je ne sais où encore. Mais ça dépense vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. On voudrait essayer de dire aux uns et aux autres, eh bien, si vous en avez besoin, gardez vos vidéos, il n'y a aucun problème. Mais si vous n'en avez pas besoin, il faut absolument s'en débarrasser ou bien les stocker ailleurs que sur des serveurs mondiaux de façon à être sensibilisés à la dépense énergétique. Voilà, on sait qu'on a un public très jeune, on veut les orienter sur ces 4, leur proposer en tout cas d'être économe sur ces 4 points. On peut peut-être sauter ce slide si vous voulez bien, Anne. Et puis voilà, on est dans une démarche citoyenne et on veut avec nos adhérents travailler là-dessus. Il faut dire que ces réflexions, et ce que je vous ai présenté très rapidement ici, vient d'une commission au développement durable qu'on a à l'intérieur de la fédération avec des élus, mais on a aussi cru bon de faire avec nos athlètes de haut niveau, ceux qui sont dans les pôles France ou dans les pôles espoir, de faire en sorte qu'ils élisent un délégué particulièrement sensible au développement durable. Et là, on a une deuxième commission de ces jeunes et eux sont, me semble-t-il, encore plus motivés que les adultes qui composent notre première commission de développement durable. Donc voilà pourquoi on fait ça et on espère mobiliser beaucoup. Bien sûr, on ne peut pas imaginer de faire cette opération-là sans les collectivités parce que bien sûr, s'il y a des déchets, eh bien, il faudra les récupérer, il faudra les transporter et nos clubs seuls ne peuvent pas le faire. Mais en tout cas, nous, on compte sur les municipalités et d'ailleurs, un certain nombre d'entre elles nous ont déjà répondu qu'elles nous soutenaient dans l'effort pour aller dans ce sens-là. Puis peut-être en conclusion, juste vous dire qu'on a trois événements et dans les événements, on a la Coupe du Monde qu'on a organisée il y a 3 semaines maintenant à Montpellier, l'opération Gym Verte du 2 juillet dont je viens de vous parler, et puis enfin les internationaux de France qu'on fera le 24 et 25 septembre, qu'on organise tous les ans et qui est une Coupe du Monde et qui est considérée comme une des meilleures du monde. On est très fiers de ça. Voilà, je vous remercie. J'ai sans doute été un peu vite et j'ai sans doute pris un peu trop de temps. Excusez-moi. Il y aura des questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, nous, on s'inscrit dans cette action Opération Gym Verte et on vous invite à soutenir vos clubs. Je passe la parole à Monsieur Stéphane Lelon, donc directeur sportif de la Fédération de tennis de table, qui est accompagné de Camille Pichot, chargé de mission Ping en extérieur. Bonjour à tous. Oui, alors, directeur du pôle développement. Pardon. J'occupe moins un peu que le secteur sportif. On passe donc de la gym au tennis de table. Nous, on va rentrer directement dans le vif du sujet, qui est la volonté de la fédération de mettre le tennis de table dehors, et notamment pour répondre à cette problématique d'une fédération concentrée sur ses 200 000 licenciés
alors que 3,5 à 5 millions de pratiquants jouent occasionnellement en extérieur. On est parti de 4 constats, notamment le premier, c'est qu'au niveau du projet fédéral, on a voulu se tourner davantage vers le développement de la pratique et pas rester concentré uniquement sur tout l'aspect compétition. Il y a aussi un aspect de transition numérique des fédérations. Donc, toutes les fédérations commencent à s'équiper de plus en plus au niveau numérique. Et donc, il fallait que nous aussi, on puisse surfer sur cette vague et pouvoir avancer. Parmi les sujets de développement, la fédération a déclaré qu'en 2020, la priorité, et notamment jusqu'en 2024, serait portée sur le ping en extérieur. Et un constat plus au niveau de la société, que les pratiquants aujourd'hui veulent de moins en moins appartenir à un club, à être attachés à une licence, mais être de plus en plus libres et sans contrainte. Donc, ça répond en fait le développement du ping en extérieur à ces 4 enjeux et notamment, si je lis le premier, de contribuer à la demande de l'État d'être une nation plus sportive en lien avec les Jeux de Paris 2024. C'est aussi en lien avec le programme des équipements sportifs de proximité, le PEP 5000, développé par le gouvernement et piloté par l'ANS. Comme vient de l'évoquer Camille, c'est aussi donc une demande des citoyens aujourd'hui de pratiquer en limitant toutes ces contraintes spatio-temporelles. Et puis aussi une demande des collectivités, vous me direz si je dis une bêtise, d'améliorer le vivre ensemble au sein de la commune. Et puis enfin, le tennis de table souffre de plus en plus de concurrence dans les équipements sportifs. Donc l'ouverture à l'extérieur peut permettre de répondre à ces 4 enjeux. Les 3 grands moyens de ce projet, donc c'est 3 grands axes. Donc le premier qui concerne notamment de très près les collectivités, c'est donc de construire, nous, ce qu'on appelle des playgrounds de proximité. Donc, construire des vrais sites de pratique avec au moins 2 tables, si ce n'est jusqu'à 10-12, les unes à côté des autres, pour faciliter la pratique et que tout le monde puisse jouer. Le deuxième volet, c'est de faire vivre donc, quand même de faire vivre toutes celles qui existent déjà, car il en existe déjà beaucoup, et toutes celles qui sont à venir avec le PEP 5000, donc à travers notamment nos clubs et nos comités qui vont pouvoir venir animer toutes ces tables. Et ensuite, les flashcodes qui seraient le moyen pour nous de faire connaître notre future application pour le ping en extérieur, sur lequel on pourrait développer une animation libre où les gens pourraient se retrouver entre eux et se lancer des petits défis, notamment. Donc là, en 2 mots, le déploiement qui est en cours de conventionnement avec l'Agence nationale du sport. Donc à l'horizon 2024, 350 sites, dont 1000 tables de tennis de table, et une volonté de la Fédération française de tennis de table de s'implanter partout en France et dans les territoires ultramarins, avec cette répartition, on va dire, sur le papier, mais en tout cas qui est bien des sites de pratique dans tous les départements et toutes les régions de France, métropolitaines ou ultramarins. Pour nous, notre site idéal, il passe avant tout par un bon choix de lieu d'implantation. Donc, il faut que ce soit un lieu de destination ou de passage, mais en tout cas que le sport, la pratique puisse être davantage montré au grand public. Et après, s'il peut également y avoir d'autres éléments d'activité à côté, comme ça, il peut y avoir toute une famille qui trouve son compte et qui peut faire ce qu'elle veut sur ce site. Et aussi, non, il n'y a pas de problème. Et donc, pour être plus en détail dans les éléments, et si c'est possible aussi de mettre à l'abri du vent, car vous savez tous, malgré les progrès qu'on fait aujourd'hui sur le poids de la balle en extérieur, ça prend quand même un petit peu le vent. Et donc, si c'est un endroit qui est plus à l'abri du vent, ce sera plus facile et plus souvent utilisé. Pour les éléments, une table durable dans le temps, mais aussi plus écologique, donc pas en béton si possible. Nous, on recommande la table Cornillo Park, avec en dessous un sol spécifique à la pratique en extérieur, donc notamment Gerflor, pour éviter de glisser et que ça accroche mieux. Pour faciliter la pratique autonome, un hub de location de matériel où chacun pourrait passer devant et directement jouer sans avoir à penser à aller chercher sa raquette chez soi et revenir. Et un préau, une couverture pour pouvoir limiter les intempéries et pouvoir jouer tout au long de l'année.
Ouais, voilà. Dans les objectifs, c'est un peu chaque axe a un objectif. Donc, numériser via l'application et se développer à ce sujet. Fédérer pour créer une communauté autour du ping en extérieur, une communauté qui rassemblerait les pratiquants loisirs et les pratiquants plus compétitifs. Voilà, et donc l'ensemble de ce projet, en fait, c'est de faciliter la pratique, faciliter le lien entre la pratique totalement libre et la pratique fédérée dans le club voisin, faciliter la pratique via l'application numérique qui permettrait, comme vient de le dire Camille, une pratique auto-organisée, auto-animée ou pré-programmée par des structures locales, hein, alors que ce soit le club de tennis de table comme la collectivité, la maison de jeunes, la maison de quartier. En tout cas, ça va avec fédérer, c'est de permettre et de faciliter à la communauté de pouvoir pratiquer le tennis de table. Donc aujourd'hui, comme on l'a évoqué, on est complètement impliqué dans le PEP 5000 avec cette convention en cours de signature avec l'agence, donc pour construire des sites de pratique. On est déjà en contact avec un certain nombre de communes en France et dans les territoires ultramarins, donc France métropolitaine et Dom-Tom, pour la construction de sites de pratique, déjà de plusieurs niveaux de taille. Sur l'application numérique, on a une consultation qui vient de sortir et donc on est en train de récupérer pas mal de futurs prestataires avec un objectif de la sortie de cette application en avril 2023 qui irait évidemment avec les QR codes dont on a parlé tout à l'heure, qu'on apposerait sur toutes les tables. Et on a un groupe de travail qui, comme pour la Fédération française de gym, l'a évoqué tout à l'heure, sur l'animation spécifique du tennis de table en extérieur, avec aussi une formation spécifique pour améliorer les compétences des éducateurs de tennis de table en intérieur, mais aussi former les éducateurs non pongistes qui pourraient amener demain à créer de l'activité et de l'animation du tennis de table en extérieur. Merci beaucoup. Et je rappelle, le PEP 5000, c'est le plan 5000 équipements de proximité sur lequel l'ANDES a fait un guide que vous avez dû tous recevoir dans vos mairies, dans vos municipalités, vos collectivités. Et donc, la Fédération de tennis de table est bien inscrite à l'intérieur de ce guide. Merci beaucoup. Je peux rajouter juste un dernier petit mot. En fait, là, le PEP 5000 et donc ce programme de ping en extérieur vise à développer l'activité dans le temps. La fédération, depuis quelque temps, est déjà investie sur de l'animation ponctuelle sur le ping en extérieur et notamment par son Ping Tour, qui est aujourd'hui labellisé Ping Tour Terre de Jeu. Petit clin d'œil à Saint-Pierre-des-Corps que j'ai vu connecté à ce webinaire qu'il a accueilli la semaine dernière. Et une autre opération dont M. Gott a parlé en introduction, qui est l'opération Une école, une table, où en parallèle de ces équipements en libre d'accès, la fédération développe l'installation de tables fixes, donc en dur, directement dans les cours d'école pour faciliter et démocratiser cette pratique du tennis de table en extérieur. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. On va poursuivre avec la fédération donc, de pétanque et jeux provinciaux, Michel Lebotte, président. Bonjour à tout le monde. On va intervenir à deux personnes. Kevin Gallier, qui est salarié de la fédération en charge du marketing et du développement au sein de la fédération, qui interviendra sur les deux points principaux qui sont les équipements sportifs ainsi que le développement numérique de la fédération. La Fédération française de pétanque aujourd'hui se situe à un tournant important pour elle qui se situe entre tradition et modernité. La Fédération française de pétanque est la première fédération unisport non olympique. En période hors Covid, nous sommes près de 300 000 licenciés et aujourd'hui, nous avons atteint à peu près 90% du taux de licenciés que nous avions en 2019. Il reste encore un peu de chemin à faire. Nous avons peu de féminines au regard du nombre de licenciés que nous sommes, 16%. 5800 clubs qui couvrent l'ensemble du territoire métropolitain et les dom-tom, 13 comités régionaux, 105 comités régionaux, 400 écoles de pétanque. À ce titre, entre les comités départementaux et régionaux, souvent les communes ont affaire parfois à des districts ou des secteurs. Je rappelle que l'article 28 des comités départementaux
précise bien que les districts et les secteurs ne sont pas des entités juridiques. Ce sont des entités administratives dépendant des comités départementaux. Et à ce titre, ce ne sont ni des associations, ni des structures indépendantes et ne peuvent donc prétendre à des subventions. Nous organisons 12 championnats de France, dont 2 dédiés au jeu provençal, qui est le sport à l'origine de la pétanque. Nous avons des championnats de clubs et nous organisons des activités de promotion de la pétanque au travers du Pétanque Tour qui passe de ville en ville pendant tout l'été afin de promouvoir notre discipline sportive. Je disais que la pétanque est entre tradition et modernité. C'est un sport en développement, des millions d'amateurs, à peu près 5 millions. Tout le monde a des boules de pétanque dans son coffre. Tout le monde a des boules de pétanque l'été, que ce soit en plastique, en bois ou en ferraille ou en acier pour jouer sur la plage. Paradoxalement, nous sommes présents sur l'équipe 21 avec quand même des heures de diffusion, près de 900 heures en 2020, ce qui nous positionnait en 2020 comme étant le sport le plus télédiffusé. Nous avons des événements de dimension mondiale et qui ont vocation à promouvoir la pratique des jeunes, des féminines et du handisport. Évidemment, la pétanque est aussi une activité physique et sportive. Bien que nous soyons souvent relégués au rang des sports de loisirs et de nature, il suffit de pratiquer un peu la pétanque et d'avoir une application sur son téléphone portable pour se rendre compte que lors d'une partie de pétanque, voire d'une compétition de pétanque, la personne va avoisiner dans la journée les 12 000 pas, plus le fait de se baisser, de se relever et de lancer chaque fois 700 grammes, qui est à peu près la moyenne d'une boule de pétanque. Il va la lancer plusieurs centaines de fois dans la même journée, ce qui contribue à être une activité physique et sportive. Au-delà du loisir. Bien entendu, dans un club, il y a à la fois l'activité physique et sportive et la compétition. Et tout le monde chez nous ne court pas après la compétition. Par contre, tout le monde court après le fait d'être au sein de son club, de pouvoir avoir cette activité au sein de son club convivial, intergénérationnel, voilà, qui, comme je le disais, se situe entre tradition et modernité. La pétanque est un patrimoine culturel, 100% français, mais nous sommes quand même 600 000 licenciés dans le monde, avec 400 000 en Europe. La pétanque a été inventée au Moyen-Âge, popularisée au 19e siècle. Nous avons un fort ancrage national et la Fédération française de pétanque a 75 ans. Les missions de la Fédération, aujourd'hui, depuis que je suis président, depuis mars 2021, volonté de promouvoir la pétanque et le jeu provençal comme un sport, donc développer les différentes formes de pratique, puisque tout le monde connaît la triplette, mais il existe la doublette, le tir de précision. Nous avons aussi la vocation à favoriser l'accès de toutes et tous à la compétition, en tout cas faciliter l'émergence du haut niveau, accueillir les jeunes et les féminines et les handicapés au sein des clubs et donc, comme l'ensemble des fédérations, promouvoir l'encadrement, mais aussi promouvoir l'arbitrage, parce que malheureusement, notre discipline est quand même une discipline qui, pendant les 30 dernières années, a oublié une chose, c'est que quand on veut être sport de haut niveau, il faut se structurer. Et quand on fait de la compétition, il n'y a pas de compétition sans arbitre. Et il n'y a pas de développement sans éducateur, sans formateur. Et donc, aujourd'hui, nous avons une priorité qui est la formation des éducateurs, en allant jusqu'à même la formation de nos dirigeants, qui sont tous bénévoles au sein de notre fédération. Et bien souvent, le bénévolat est associé à l'à peu près. Et James Blateau, tout à l'heure, disait qu'il y a des risques. Et oui, quand on est bénévole, quand on est dirigeant d'association, il y a des risques. Le risque zéro n'existe pas, mais il faut en avoir conscience pour pouvoir
se prémunir contre le risque et mettre en place des structures, les organisations qui permettent de limiter le risque et en tout cas d'accueillir nos membres fédérés ou non en toute sécurité. Accompagner les clubs, puisque c'est aussi important de conseiller tous nos dirigeants, de les aider à se structurer et pour la fédération d'être un véritable centre de ressources pour l'ensemble des dirigeants qui composent notre fédération. Et enfin, nous avons, je donnais pour mission à la direction technique nationale de revoir le plan de structuration de la DTN afin de développer et de retrouver de nouveaux talents. Alors la France a gagné énormément de médailles, on est multititré, mais on s'est reposé sur nos lauriers en s'appuyant sur des sportifs dont nous étions à peu près sûrs que nous aurions des médailles au niveau national ou européen. Mais l'avenir, ça se prépare. Et c'est en allant chercher des jeunes, en détectant, en sélectionnant, en accompagnant les potentiels, en mettant en place des pôles espoirs masculins, féminins et jeunes, qu'on fait avancer une discipline sportive. Et aujourd'hui, depuis 1 an et demi, c'est ce à quoi je m'attelle avec Patrice Rodriguez, notre directeur technique national. Voilà, rapidement brossé ce qu'est la fédération aujourd'hui, ce vers quoi elle veut tendre. Et donc, je vais laisser la parole à Kevin pour vous parler des boulodromes de proximité. Merci Michel. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, on va simplement vous présenter 2 axes de la stratégie fédérale. Le premier, concerne les équipements sportifs. Je pense qu'à la fois la Fédération française de gym et de tennis de table l'ont aussi présenté. Sans équipement, on n'aura pas la possibilité de développer. On a beaucoup de similitudes, je pense, avec la Fédération de tennis de table qui a un certain contingent de licenciés et beaucoup de pratiquants occasionnels dont la mission est de les convertir en licenciés. On a tous joué au tennis de table comme on a tous joué à la pétanque au moins une fois dans sa vie. Donc, je pense que le défi pour nous, il est là. Et bon, je pense que vous l'avez bien compris et nous aussi. Donc, aujourd'hui, on a essayé avec nos partenaires et prestataires de développer un projet de boulodrome de proximité qui a pour but de venir combler une défaillance territoriale et permettre l'émergence de pratiques. On est une discipline un peu comme le tennis de table qui, sans équipement couvert, ne permet pas une pratique tout au long de l'année. Surtout dans certaines régions de France. Donc, il est important pour nous de venir combler ce manque. Et donc, on a développé un modèle de boulodrome hybride, on va dire modulable, avec de multiples usages et qu'on peut partager avec d'autres disciplines. On a déjà des cas qui existent où des boulodromes qui accueillent des licenciés pétanque et aussi partagés avec du tir à l'arc et de l'escalade. Je vous rassure, pas en même temps. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible d'avoir ce genre d'équipement structurant et structuré pour les collectivités aussi que vous représentez. On a des modèles de construction qui existent maintenant de façon assez légère avec des équipements qui ne sont pas énergivores de par leur procédé de construction ou par le mode de chauffage qui est administré à l'intérieur. Ce qui est aussi important en matière de coûts pour la collectivité. Et puis, au-delà du fait que c'est un outil au service de la structuration d'une fédération et d'un club qui l'utilise, c'est aussi une possibilité nouvelle pour des collectivités de venir accueillir des activités scolaires dans cet équipement. Aujourd'hui, la Fédération française de pétanque a recruté dans quasiment toutes les régions de France des conseillers techniques chargés de développer la discipline dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Aujourd'hui, on a une convention nationale avec l'UCEP et l'UNSS notamment, qui nous permet d'être implantés de plus en plus dans les écoles et donc de faire découvrir la pétanque à de jeunes scolarisés et dans l'idée, essayer, nous, par nos clubs, de faire en sorte que ces gens-là qui ont découvert l'activité puissent venir dans nos clubs et dans les meilleures conditions possibles avec ces boulodromes. Alors aujourd'hui, nous aussi, on a discuté avec l'ANS. Le modèle d'équipement qu'on propose n'est pas directement lié au plan 5000 équipements. En tout cas, il est de nature à pouvoir en faire partie dans un avenir assez proche, de par le modèle que l'on propose et le fait qu'il soit modulable. Là, on vous présente, vous voyez la petite photo dessous, un équipement totalement fermé, couvert. Mais on a aussi la possibilité de pratiquer la pétanque avec seulement un toit.
Je reprends l'exemple avec la Fédération française de tennis de table qui propose d'avoir un toit aussi pour jouer, sinon c'est compliqué. Pour nous, c'est la même chose. On a la possibilité d'avoir des équipements avec seulement ce que l'on appelle une ombrière pour pouvoir pratiquer plus ou moins tout au long de l'année. Ça, c'était le premier volet. Le deuxième volet concerne le développement numérique. Là encore, avec le même enjeu que la Fédération française de tennis de table. On est à un tournant dans notre façon de fonctionner. Michel a dit, on se situe entre tradition et modernité. Et je pense qu'on est en train d'être dans ce virage-là. L'idée est de revoir notre système de fonctionnement numérique complètement. Aujourd'hui, comme l'a dit Michel, on a oublié de penser à notre développement pendant un temps, puisque notre seul outil de communication de l'époque était notre site Internet, géré et piloté par un bénévole. Et maintenant, ce que l'on souhaite, c'est avoir un système de fonctionnement numérique qui puisse permettre à chaque strate, que ce soit le pratiquant occasionnel que l'on veut convertir en licencié et jusqu'au club, au comité départemental, régional, à la fédération, de disposer d'outils de facilité de gestion quotidienne pour tous les usages. On sait aussi que le bénévolat s'essouffle et parfois, faute de compétences, entraîne la disparition de certaines structures. Donc, notre volonté à nous, c'est de proposer des outils numériques capables de venir encadrer et faire en sorte que ces personnes puissent rester, continuer à s'investir sur le domaine sportif, si je puis dire, et que nous, on puisse les décharger de tout le côté administratif et de gestion. Donc, on est en train de travailler sur ce projet-là. Et le premier projet de cette refonte numérique que l'on met en place, c'est un projet qu'on a appelé e-compétition FFPJP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à peu près 300 compétitions nationales qui sont inscrites à notre calendrier. C'est juste, entre parenthèses, qu'on a près de 30 000 compétitions qui se déroulent partout en France chaque année. Aujourd'hui, 300 sont d'un niveau national, donc labellisés par la fédération. L'idée étant pour nous de faire en sorte que les licenciés bénéficient d'un nouveau service pour pouvoir s'inscrire directement en ligne à ces compétitions, puissent avoir un suivi de leur inscription, avoir des informations sur la compétition où ils vont se rendre, et aussi pour l'organisateur d'avoir une facilité de gestion pour connaître en temps réel ses inscrits, savoir si sa compétition est complète ou pas, et aussi pouvoir bénéficier de paiements en ligne directement à ces compétitions, puisqu'on a un droit d'entrée et une cotisation à s'affranchir pour participer à une compétition. Donc, l'idée étant de tout recentrer et que tout soit fait via ce nouvel outil que la fédération va créer pour simplifier notre gestion de notre compétition. Aussi un outil de création de richesse par la possibilité que la fédération développera à pouvoir monétiser certains contenus de son outil qui sera très vu et très, très visité par nos partenaires. Et un outil que l'on veut aussi facilitateur pour attirer de nouveaux licenciés, de nouveaux pratiquants. Aujourd'hui, notre mode de fonctionnement est un peu opaque, traditionnel. On sait pertinemment qu'il n'est pas de nature à accueillir de nouveaux licenciés, et notamment de jeunes licenciés. Donc, notre défi, c'est aussi de proposer des outils numériques modernes pour faire en sorte que ces licenciés qui pratiquent tous les jours sans se décider à prendre une licence puissent venir dans le giron fédéral à travers les outils qu'on proposera. Je pense, Lewis, qu'on a respecté le timing. Super, très, très précis. Merci à tout le monde pour ces interventions et pour la rigueur dont vous avez fait preuve. On va commencer sur un petit temps d'échange pour les participants qui souhaitent s'exprimer. D'ores et déjà, je vais partager la réaction effectivement de Gilles Passot qui s'adresse plutôt à la Fédération française de gymnastique. Gilles Passot à Roanne qui témoigne que concernant le parcours, 5 clubs de gymnastique pour 3 fédérations différentes pour un équipement spécialisé. Voilà la réflexion. Est-ce que Gilles, peut-être si tu veux Oui. allumer ton micro et donner un témoignage? Oui, vous m'entendez là? Oui, très bien, vas-y. Oui, cette question elle est incomplète parce que je voulais terminer. Effectivement, j'ai un gros problème avec la gym à Roanne puisque Roanne, c'est 35 000 habitants. On a 500 licenciés à peu près en gym. Mais j'ai 5 clubs avec 3 fédérations différentes pour un équipement spécialisé. Mais surtout, la fédération, elle est bien gentille. Elle nous met une nouvelle discipline. Je n'arrive même pas à gérer mes clubs. Et actuellement, avec la crise économique qui est en train de se dévoiler, etc., je pense qu'on va véritablement être impacté financièrement pour tous les investissements, etc.
Donc, c'était un petit peu une remarque. C'est bien de créer des nouvelles activités, mais ça rajoute encore des problèmes pour nous, les collectivités. En tout cas, chez moi. Voilà, c'était une remarque. Est-ce que je peux vous répondre? Allez-y. Parce qu'en fait, on a le slide qui dit temps d'échange et donc du coup, on ne voit personne. Mais donc peut-être, je comprends tout à fait ce que vous dites, monsieur, concernant la situation à Rouen, mais qui est peut-être une situation qu'on trouve ailleurs aussi. D'ailleurs, la problématique est la même pour nous, puisque effectivement, aujourd'hui, dans les fédérations délégataires, donc celles qui portent des disciplines particulières et qui vont aux Jeux Olympiques notamment, dans ces fédérations-là, il y a celles qui sont vraiment sur un seul sport, type le basket ou d'autres, et puis celles qui, comme nous, sont déjà sur des multi-activités. Alors oui, on est fédération délégataire, oui, on est lié à la Fédération internationale de gym, mais on a beaucoup d'activités différentes à emmener. Donc, c'est notre responsabilité. Il faut dire que le ministère a poussé un petit peu ça, puisque initialement, encore une fois, on ne s'occupait que de la gym masculine et féminine. Puis ensuite, ça s'est différencié. Notre développement passe aussi par ça, bien sûr. À un moment, quand la Fédération de trampoline et sport acrobatique a été en difficulté, c'est l'État qui nous a demandé comment on pouvait absorber dans cette autre fédération qui, d'une part, avait des difficultés, mais d'autre part, était dans la même logique, il y avait des filiations du point de vue de l'acrobatie, etc. Et aujourd'hui, avec le parcours, c'est un petit peu la même chose. On trouve une filiation, et donc les gens du parcours aujourd'hui, quand bien même ils aiment la liberté, comme j'indiquais tout à l'heure, ils viennent parfois dans les clubs de gym pour pouvoir s'améliorer. Maintenant, c'est pas parce qu'on intègre cette nouvelle activité, à l'instar de la Fédération internationale et suite aussi aux échanges avec le ministère, qu'il y a obligation de développer ça. Bien évidemment, si vous n'êtes pas en situation de le faire, si les clubs ne sont pas en situation de le faire, eh bien, il ne faut pas le faire. Mais pour autant, on constate qu'il y a quand même une demande assez forte. C'est ça la chose. Non, nous, on souhaite faire une nouvelle activité pour notre développement, mais on ne souhaite pas créer des problèmes. On souhaite au contraire la collaboration des uns et des autres pour essayer de faire ça le mieux possible. Juste peut-être le dernier reportage que j'ai vu sur le parcours à France Télévisions disait c'est vraiment une activité, les jeunes adorent ça, ceci, cela, et terminé la conclusion du petit reportage disait oui, c'est un petit peu, c'est vraiment une très bonne activité, il y a seulement 2 morts par an et on ne vous conseille pas d'inscrire votre enfant. Alors, je veux dire, à un moment, évidemment que nous, on ne soutient pas ça. Nous, ce qu'on veut faire, c'est du développement de cette activité. Et si on prend l'enfant, eh bien, on le rendra aux parents le soir. C'est ça ce qu'on veut faire. Et on ne veut pas laisser… C'est pourquoi on lutte non pas contre la liberté, mais on souhaite cadrer un petit peu cette activité-là. Et puis après, sur les aspects matériels, bien évidemment, je comprends votre souci. Les clubs comprennent le souci aussi. Et nous, on le comprend aussi. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'obligation de développer ça. Mais il y a un intérêt à le faire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres peut-être questions, d'autres remarques de la part des participants? Eh bien, écoutez, moi, je vais m'adresser à la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Je suis Catherine Sauvage, donc maire adjointe à la mairie de Fleury-sur-Orne pour le sport. Et nous sommes dans un département où nous n'avons pas de grand boulodrome couvert. Et la ville de Fleury-sur-Orne, eh bien, écoutez, se propose d'aider le comité à faire ce boulodrome de façon à ce que nos écoles de pétanque qui se démocratisent puissent enfin pouvoir s'entraîner toute l'année. Donc, je pense que je reprendrai contact avec monsieur Kevin Gallier pour pouvoir parler de tout ce projet. Fleury-sur-Orne, dans le Calvados, pour préciser. Dans le Calvados, oui, tout à fait. Bien au courant par Erwan Agancel du projet sur Fleury, donc avec plaisir pour échanger avec vous. Oui, je suis aussi vice-présidente du comité de pétanque du Calvados. Quand vous voulez, Louise pourra vous transmettre mes coordonnées si jamais. Oui, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est vrai que c'est une pratique qui est en augmentation. Les écoles de pétanque se démocratisent, les enfants sont de plus en plus impliqués. Et moi, j'ai créé une école municipale des sports à Fleury-sur-Orne et je fais découvrir justement la pétanque. Et un autre problème qui n'est plus pétanque, mais tennis de table, et le tennis de table extérieur est quelque chose qui va être aussi très intéressant. Merci. Merci. Frédéric Leclerc a levé la main.
Oui, moi, je voulais remercier tous ces participants et surtout les actions qu'ils organisent actuellement dans le cadre de l'environnement. Je souligne l'opération Gym verte de la Fédération de gym. J'ai vu que le tennis de table aussi avait des actions en ce sens. La pétanque aussi travaille beaucoup ce sujet-là. Donc, je tiens vraiment à souligner. Je pense que nous, les collectivités, on doit les accompagner aussi dans ces démarches-là, puisque on s'y retrouvera tous. Et c'est important. Et enfin, la démarche qui est engagée, en tout cas, il faut la prolonger le plus loin possible et adhérer le plus de personnes autour de soi, et notamment nous dans les collectivités. On doit faire adhérer aussi nos clubs locaux et les comités départementaux. Je pense qu'on a tous à y gagner, surtout dans l'actualité d'aujourd'hui. Si M. Blateau voulait compléter sur la gym verte ou le tennis de table. Simplement une petite information. À l'occasion des championnats du monde de pétanque qui vont avoir lieu en Afrique, nous avons mis en place une action avec une ONG qui s'appelle les lunetiers et opticiens et donc on fait une récolte de lunettes. On les récupérera à Perpignan au mois de septembre lors du championnat de France Jeux provençal, et cette ONG transportera les lunettes en Afrique afin qu'elles soient réutilisées, remises au goût du jour pour que les enfants, les personnes malvoyantes ou en difficulté puissent avoir accès à des lunettes peu chères ou gratuites. Voilà, donc si vous habitez près de Perpignan, vous pouvez venir déposer dans les urnes au mois de septembre les lunettes qui traînent dans les tiroirs. Merci pour cette information, c'est important, effectivement. Monsieur Tufour. Pardon, Damien, il y a juste Monsieur Tufour et après Tufour, pardon, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, excusez-moi, de Strasbourg de mémoire, et Damien ensuite. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'ai pris ces échanges en cours, mais j'ai pu entendre les éléments concernant la pétanque et je souhaiterais éventuellement rentrer en contact avec la Fédé pour voir comment nous pouvons travailler ensemble sur la réhabilitation de notre boulodrome parce que nous, on a bien évidemment l'équipement, sauf que le coût de réhabilitation ou de rénovation n'est clairement pas prioritaire pour mon mandat et peut-être même pas pour le mandat suivant parce que c'est une somme très, très élevée par rapport au nombre de pratiquants. Donc, je risque de ne pas du tout faire d'efforts sauf si on trouve un ensemble cohérent pour pouvoir travailler sur la rénovation ou la restructuration du site et pourquoi pas peut-être usage partagé de ce lieu. Merci, c'est bien Strasbourg de mémoire que vous représentez. C'est bien Strasbourg, oui. Merci beaucoup. Oui. Damien Gott, peut-être? Oui, excusez-moi. Donc, s'il y a du bruit, je suis en voiture, j'ai le délégué interministériel aux Jeux Olympiques qui se déplace sur Romans dans 1 heure, donc je me dépêche. Donc, je voulais rebondir sur la pétanque et les secteurs, comme Michel Lebotte l'a évoqué tout à l'heure. Moi, j'ai une vraie problématique, il le sait, je lui ai déjà parlé, ainsi qu'à Kevin Gallier, où j'ai un secteur pétanque qui prend 1 euro ou 2 euros à chaque compétition par compétiteur, qui récolte qui récupère les licences. Toutes les licences doivent passer par eux. J'ai un vrai souci avec ça. Il y a un transfert d'argent vers le secteur. Je n'ai pas envie d'en venir à alerter le préfet parce que ce ne serait pas une bonne image pour la pétanque, mais je ne sais pas comment régler ce problème. On va prendre contact avec le comité départemental et je vais prendre ce problème-là à bras-le-corps. Bah, c'est gentil parce que je suppose que ça doit peut-être exister au par ailleurs. C'était des pratiques peut-être qui se passaient auparavant. Je sais que vous faites beaucoup d'efforts pour mettre les choses en ordre et je vous en remercie par ailleurs.
C'est une problématique qui existe dans d'autres départements. C'est vrai que, comme je vous le disais tout à l'heure, les secteurs dépendent des comités départementaux et il ne peut pas y avoir des coûts à géométrie variable en fonction des secteurs. D'accord. Bon. Parce que c'est vrai que lorsque je le dis, la ville de Romans, on a mis pratiquement 2 millions dans un stade de pétanque. Moi, j'aime pas trop le mot boulodrome, mais un stade de pétanque qui est ouvert. Un pétanquodrome. Ouais, voilà, j'ai du mal avec ça, mais c'est pas grave. On va mettre 2,8 millions dans un stade pour le sport boule. On donne 45 000 € de subvention au club. Voilà, on s'investit beaucoup, créer une école de pétanque, et ainsi de suite. Et quand on voit que l'argent part comme ça, enfin, c'est un peu dommage, quoi. Voilà. Pas de problème. Merci à vous. On vous mettra les courriers, les échanges de courriers, de mails en copie. J'ai pas de souci avec ça, monsieur Levote. Merci. Merci. Frédéric, de nouveau? Oui, moi j'avais une question pour la Fédération française de tennis de table. On a vu des échanges il y a quelque temps sur un programme donc de table en extérieur. Il y avait dans l'optique d'avoir un modèle de table qui était préconisé. Et je voulais savoir où est-ce qu'on en était. Est-ce que c'était défini? Est-ce qu'on avait des références de table? Est-ce qu'on avait des prix de coûts de table? Voilà. Par qui on peut se rapprocher pour en faire l'acquisition? Voilà. Est-ce que on peut avoir des informations? On a cité la marque Cornillo dans notre présentation rapidement. Alors, Cornillo, aujourd'hui, c'est surtout le partenaire table de la fédération. Donc, il propose des tables des collectivités qui sont particulièrement intéressantes, pas forcément en termes de prix, mais en termes de durabilité dans le temps, de bonne expérience de jeu. Vous pouvez retrouver tous les éléments sur le site de la Fédération française de tennis de table. On a créé une page spécifique sur le ping en extérieur avec différents guides, aussi bien des guides à destination des clubs, des comités, des ligues de tennis de table, mais aussi pour les collectivités, dans le cadre du plan des 5000 équipements ou non. Donc, c'est-à-dire qu'on soit éligible ou non à ce programme, vous avez tous les éléments. Du prix de la table avec différents modèles, le sol, même potentiellement les prix de terrassement, de couverture, de hub de matériel, etc. Donc, voilà, site de la fédération, www.fftt.com, rubrique jouer, ping en extérieur, vous aurez tous les éléments. Et ou nos coordonnées qui vont être sûrement diffusées, Lewis, à l'issue de ce webinaire où vous aurez les présentations. On rajoutera nos coordonnées dessus. Ce sera bien dans notre actualité sur le site de l'Andes où il y aura le replay et le support, rappeler les coordonnées effectivement des techniciens en charge de ces sujets. Une dernière réaction, on arrive à la fin de ce webinaire, Monsieur le Président, peut-être, Monsieur Blateau? Oui, je rebondissais sur les propos de la Fédération de tennis de table à l'instant. À propos du matériel, comme j'indiquais tout à l'heure, on a développé, avec le fabricant, on a développé du matériel qui va être utile aux compétitions. Voilà. Nous, évidemment, on est dans notre rôle de fédération, on n'est pas vendeur de tout ça. Pour autant, on essaie, puisqu'on est au début de cette activité, on a essayé de négocier avec notre partenaire fabricant une réduction spécifique pour les clubs, d'une part, et donc les choses arrivent sur le marché aujourd'hui et vont être avec une réduction importante pour nos clubs. Mais la deuxième chose, c'est que, considérant qu'il y avait une relation avec les collectivités, on a demandé à notre fabricant qu'il fasse la même réduction pour les collectivités. Et donc, là, on aboutit maintenant à ça. Et donc, cette offre va arriver sur le marché. Voilà, je voulais juste vous signaler ça. Encore une fois, c'est pour avancer techniquement. Nous, on n'a pas d'intérêt financier dans l'affaire, hein, pour que ce soit clair. Merci beaucoup. Oui, idem pour le tennis de table. Alors, Monsieur Leclerc, je suis ligérien comme vous, donc ça sera avec plaisir de venir à Montlouis. D'accord, merci. Voilà. OK, on va arriver au terme. Frédéric, peut-être un petit mot de conclusion? En tout cas, moi, je souligne les efforts des uns et des autres pour être présents déjà cet après-midi. C'est vrai que pour certains, il y en a qui ont des activités, et puis d'autres, plus de choses encore à faire. Mais en tout cas, la richesse des échanges de cet après-midi, moi, ça me ravit. Ça me permet de voir qu'on est tous
un objectif commun, c'est de développer encore plus le sport dans nos collectivités. Et qui dit dans nos collectivités, dans les clubs locaux, dans les comités, dans les ligues. Et au final, c'est les fédérations qui veulent s'y retrouver et c'est tout à fait logique. Et puis surtout, que tout à chacun, on puisse échanger et ça sert à ça aussi, ces webinaires, c'est donner de l'information, communiquer, s'associer et aller vers de l'avant. Et je peux me ravir que tout le monde ait pu participer et pu prendre le moindre petite information dont il a besoin. Et comme l'a dit Lewis, sur le replay qu'on va faire passer à tous les adhérents de Landes, eh bien, il y aura toutes les coordonnées et ça, c'est encore fabuleux parce que chacun, même si c'est après coup, on a toujours un moyen d'aller contacter la personne qui va bien et même nous, on se rencontre régulièrement au comité directeur ou au congrès, voilà. Et j'espère vous voir prochainement les uns et les autres parce qu'on n'a qu'un objectif commun, c'est faire du sport. Et comme dirait un certain journaliste, c'était « Vive le sport ». Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Bonne fin d'après-midi. Merci. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.